Et nous sommes enchantés de recevoir ce soir Tatiana Giraud, qui nous a été amenée grâce à la précieuse contribution de Michel Delceny, qui est également académicien et qui est notre académicien local à Perpignan et qui contribue très souvent à la programmation des conférences de l'Association des Amis du Labo. Alors Tatiana Giraud, vous êtes ingénieure agronome à INA Paris-Grignon. Vous avez fait votre doctorat en biologie et puis vous avez finalement tout au long de votre carrière étudié l'évolution telle qu'on l'entend en biologie de manière fondamentale, mais on en a déjà parlé ici d'ailleurs, l'évolution selon les grands principes de la théorie de Darwin, avec comme cas d'étude finalement la domestication d'un certain nombre d'espèces. Alors quand on parle de domestication, on pense souvent à des animaux, mais ça peut être aussi des végétaux, où on verra aujourd'hui d'autres formes de vie. Et nous sommes donc ravis de vous accueillir en tant que femme, on va y revenir dans un instant, en tant qu'académicienne également. Vous avez été récompensée par une médaille de bronze et une médaille d'argent au CNRS qui fait état de la qualité de vos recherches et de l'excellence de vos recherches. Vous, de ce que je comprends, Tatiana, vous aimez aussi diffuser vos connaissances, d'où votre présence ce soir. D'où le fait que l'un de vos ouvrages soit aussi à disposition pour tous ceux qui veulent l'acquérir après votre intervention, L'attention du vivant, qui sera dédicacée par donc l'autrice évidemment. Et vous enseignez à l'université Paris-Saclay, vous enseignez à l'école polytechnique, vous avez été titulaire de la chaire biodiversité et environnement au Collège de France, qui a vocation à justement diffuser les recherches en temps réel quasiment au grand public. Et nous sommes heureux de vous accueillir à cette convergence finalement d'événements qui doivent nous rappeler à quel point les progrès de notre société sont là, mais ne sont pas forcément pérennes et ne sont pas immuables et peuvent être remis à question en tout instant. Je vais expliciter mon propos. Demain, c'est la journée internationale de la femme. Imaginez qu'au début du XXe siècle, Marie Curie, qui était déjà titulaire de 2 prix Nobel, un de physique, un de chimie, a été refusée pour son entrée à l'Académie des sciences parce qu'elle était une femme. Alors on peut voir le progrès et on peut se féliciter de votre appartenance à l'Académie des sciences, on peut se féliciter que Françoise Combes soit actuellement la présidente de l'Académie des sciences, mais tout cela peut être remis en question. Et aujourd'hui, la recherche française se mobilise aux côtés de la recherche américaine dans une manifestation qui s'appelle Stand Up for Science et qui mobilise les chercheurs américains qui sont aujourd'hui dans une situation catastrophique et qui amène finalement la société ne fera qu'être aspirée par cette spirale préjudiciable finalement à notre avenir. Donald Trump interdit que certains mots soient utilisés dans le vocabulaire scientifique, des mots comme science, comme femme, pardon, des mots comme, c'est un lapsus, mais on va en arriver là presque, des mots comme femme, des mots comme changement climatique, des mots comme diversité, comme écologie, et qui finalement mettent à mal nos disciplines et mettent à mal notre perception de la crise climatique et de biodiversité dans laquelle nous sommes. Donc les financements sont coupés, des personnels sont licenciés, et c'est tout un mode de pensée qui finalement est censuré par cette nouvelle administration Trump. Et donc même si parfois en France on déplore aussi manquer parfois de moyens, on est en tout cas encore préservé de ce genre d'agression, mais il faut souligner à quel point c'est grave. Et l'association des Amis du Laboratoire Arago, vous le savez, est là pour sensibiliser tout un chacun à la science et au bien fondé de notre mode de pensée. Donc merci d'être là ce soir et nous vous laissons nous présenter sous une forme assez originale ce que nous avons l'habitude d'avoir dans notre assiette. Merci beaucoup. Petit nota bene, demain à la librairie Oxymore, donc à Port-Vendre, à 16h, une signature conjointe de l'ouvrage de Tatiana Giraud ainsi que de celui de Nelly Ponce et de Sébastien Mabille, à la fois sur les questions de justice et d'équité et puis de changement climatique. Donc plusieurs facettes que vous pourrez explorer demain avec les auteurs à la librairie Oxymore.
Merci beaucoup pour ces rappels importants, effectivement, sur Stand Up for Science. Et effectivement, hein, vous savez qu'en France, on n'est pas à l'abri, et il y a aussi des attaques contre les savoirs scientifiques. Mais bon, je vais vous parler ce soir, donc, effectivement, de la domestication des champignons qu'on utilise pour affiner le fromage. Vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont été domestiqués et qu'est-ce qu'on peut savoir dessus. Et comment on peut comprendre mieux l'évolution et l'adaptation en étudiant ces champignons. Donc le camembert, hein, il y a la croûte blanche qu'on voit dessus, c'est une moisissure, un champignon hein, qui forme cette croûte blanche, le Penicillium camemberti, dont on voit les spores en haut. Et pareil dans le roquefort, ce qui est bleu à l'intérieur, hein, c'est des spores de champignons. Un autre pénicillium, le Penicillium roqueforti, et qu'on voit sur boîte là. Donc ça s'appelle pénicillium parce que vous voyez que les spores, c'est en forme de pinceau, hein, que c'est facile formé. Donc effectivement, dans mon laboratoire, on essaye de comprendre comment fonctionne l'évolution, comment les êtres vivants s'adaptent à leur environnement, comment il peut y avoir d'aussi extraordinaires adaptations que cette araignée-là, qui a évolué pour devenir très similaire à ses proies, les fourmis eucophiles vertes, pour arriver à s'approcher sans être détectées, des plantes adaptées à la sécheresse, des phasmes, pareil, qui se camouflent en ressemblant à des feuilles. Et donc on met tout ça dans le contexte de la théorie évidemment d'évolution de Charles Darwin. Donc la théorie de Darwin, c'était donc l'évolution avec modification. Donc c'était pas tellement l'évolution en soi, hein. Il y avait déjà ce concept à l'époque où il a publié son livre en 1859. Donc il y avait la théorie de Lamarck, d'autres concepts d'évolution. Vraiment l'originalité de Darwin, hein, c'était que tous les êtres vivants sur Terre descendent d'un même ancêtre commun par modification, et surtout que le mécanisme de modification, c'est par sélection naturelle. Et donc le mécanisme de sélection naturelle, hein, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement puissant pour expliquer l'adaptation du vivant. Et donc l'idée, c'est qu'au départ, il y a de la diversité dans les populations. Là, vous avez plusieurs individus qui sont plus petits, plus gros, plus clairs, plus foncés. Ils survivent plus ou moins pendant leur vie, et ils laissent plus ou moins d'enfants. Et le fait qu'ils arrivent mieux à survivre ou laisser plus d'enfants, ça dépend de certains caractères qu'ils ont. Donc là, par exemple, le fait d'être plus gros et plus bleu fait qu'on survit mieux et on laisse plus d'enfants. Et donc on voit que nécessairement, hein, mathématiquement, si les gros et bleus survivent plus, font plus d'enfants qui sont aussi gros et bleus, nécessairement, de génération en génération, il y aura de plus en plus de gros et bleus. Et donc c'est vraiment ça la sélection naturelle, c'est un tri parmi ce qui existe et ce qui marche le mieux, ce qui survit mieux, ce qui fait le plus d'enfants. Et donc on voit que ça fonctionne que s'il y a de la diversité au départ, puisque c'est un tri parmi ce qui existe. Donc la sélection naturelle, l'adaptation des populations, elle ne peut pas fonctionner sans diversité au départ. Donc la diversité est essentielle, même au sein des populations. Et donc, une autre façon de représenter la théorie de Darwin et par rapport à la théorie de Lamarck aussi de l'époque d'évolution, qui était aussi une des premières théories de l'évolution, hein, la théorie de Lamarck. Et donc l'idée, avec l'exemple classique pour pouvoir expliquer pourquoi les girafes ont un long cou, donc la théorie de Lamarck, c'est toutes les girafes sont pareilles, mais elles étendent leur cou au cours de leur vie pour attraper des branches de plus en plus haut pour arriver à se nourrir. Parce qu'il y a de la compétition et celles qui arrivent à aller plus haut, elles ont plus de branches, elles se nourrissent mieux. Et donc elles étendent leur cou et elles passent à leurs descendants le cou plus grand qu'elles ont acquis pendant leur vie. C'est une hérédité des caractères acquis. Et donc, pareil, au cours du temps, le cou s'allonge, mais parce que le cou s'allonge pendant la vie et que ce qu'on acquiert pendant la vie est passé aux descendants. Alors que la théorie de Darwin est complètement différente. Il y a de la variation dans les populations, et ça c'était vraiment, c'était ça qui était révolutionnaire à l'époque, c'était de considérer que la variation, le fait que tous les individus soient pas pareils, c'est ça qui est essentiel, et c'est pas juste des variations anecdotiques autour d'un type idéal fixé par Dieu ou autre. Et donc cette variation-là fait qu'il y a des girafes à plus petit cou, à plus grand cou. Celles qui ont un plus grand cou, elles arrivent à mieux manger, elles survivent mieux, donc elles font plus d'enfants, et donc à la génération d'après, il y a plus d'enfants au long cou, parce que le caractère est héritable.
Et donc c'est ça la sélection naturelle. Et donc, encore une fois, il faut de la diversité au départ. Donc une autre façon de représenter la théorie de Darwin et les différentes composantes. Donc il faut qu'il y ait de la variation. Par exemple, les coccinelles ici, il y a des grises et des rouges. Il y a une héritabilité, donc les coccinelles rouges, elles font plutôt des enfants rouges, et les coccinelles grises, elles font plutôt des enfants grises. Il y a une différence de survie qui est liée à un caractère. Par exemple, là, les rouges sont moins mangées parce qu'elles sont toxiques, elles sont reconnues par leurs prédateurs. Et donc, de génération en génération, il y aura de plus en plus de rouges, puisque les rouges survivent mieux, elles laissent plus d'enfants, et elles font des enfants rouges. Donc nécessairement, et c'est tellement simple comme mécanisme qu'à l'époque, Darwin a même été accusé de dire que c'était même pas une théorie, c'était une tautologie. C'est presque tellement évident. Mais c'est extrêmement puissant pour comprendre le vivant. Et donc cette variation, qui est essentielle dans la théorie de la sélection naturelle, comment elle survient? Donc évidemment, c'est la mutation, le fait que quand il y a une réplication de l'ADN, de temps en temps, donc il y a, le brin d'ADN se dédouble, scopie, de temps en temps il y a des erreurs, et donc c'est une mauvaise paire de bases qui est insérée, et ça fait de la variation. On connaît certaines variations comme ça, avec juste une paire de bases qui change, qui donne des caractères très différents. Par exemple, cette petite souris a un polymorphisme, une diversité dans les populations. Il y a des souris qui sont plutôt claires, d'autres qui sont plutôt brunes. Et c'est juste un acide aminé d'une protéine qui change, qui fait qu'elles sont plus ou moins claires, qui permet de synthétiser ou pas le pigment. Et évidemment, les plus clairs sont moins visibles sur le sable et les plus foncés sont moins visibles sur les roches. Et donc il y a une diversité dans les populations. Et les clairs vivent plutôt dans les zones sur les plages et les foncés plutôt sur les roches. Donc là, c'est une diversité qui est due effectivement à une erreur au moment de la réplication de l'ADN, à juste une variation dans une protéine. Il y a aussi d'autres types de variations qui, par exemple, c'est juste on perd la fonction d'un gène. Par exemple, le fait d'être albinos, on perd la capacité à produire un certain pigment. Et donc là, c'est une mutation qui arrive et qui fait que la protéine n'est plus fonctionnelle. Mais ces mutations, c'est extrêmement lent. Les taux de mutation sont très bas parce qu'évidemment, la plupart du temps, ça donne des choses qui ne sont pas très bonnes. Donc c'est sélectionné pour être assez bas. Et donc, si on peut imaginer qu'il y a une innovation qui serait bien dans une protéine, qu'il faut attendre la bonne mutation, on peut attendre des centaines de millions de générations des fois pour attendre la bonne mutation. Donc c'est une des seules façons qui arrive qui peut générer de la diversité dans les populations, mais ça arrive très lentement. On s'est aperçu assez récemment en fait, qu'il peut y avoir des mécanismes qui permettent de générer de la variété plus rapidement. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les gènes sauteurs, les éléments transposables. C'est des séquences dans l'ADN, une séquence avec quelques gènes, et qui codent uniquement pour sa propre réplication. Donc c'est un peu un élément égoïste, un parasite des génomes. Il est capable de se copier-coller plein de fois dans les génomes, et il sert à rien d'autre a priori que de s'auto-multiplier dans les génomes. Et la plupart du temps, quand il se multiplie, il s'insère dans un gène, et c'est pas bon, et c'est contre-sélectionné. Mais de temps en temps, ça fait une innovation intéressante. Par exemple, cet exemple classique de la sélection naturelle des phalènes, qui a été très étudié. Donc il y a deux morphes aussi de ces phalènes, ces petits papillons. Il y a une noire qu'on ne voit pas bien sur des troncs quand il n'y a pas de lichen, et une forme blanche qu'on ne voit pas sur les troncs quand il y a des lichens, et inversement. Et donc c'est des populations qui ont été suivies en Angleterre au moment de la révolution industrielle. Donc au départ, les formes étaient plutôt blanches parce qu'il y avait des lichens sur les troncs. Et au moment de la révolution industrielle en Angleterre, il y a eu beaucoup de pollution qui a fait disparaître les lichens. Et les formes noires ont commencé à augmenter en fréquence parce qu'elles étaient moins mangées par les prédateurs, donc elles faisaient plus de descendants et elles avaient un avantage et elles ont augmenté en fréquence jusqu'à remplacer presque la forme blanche. Et petit à petit, il y a eu un peu moins de pollution et à ce moment-là, les formes noires ont rediminué et ont redisparu. Et les formes blanches, quand les lichens sont revenus, avaient à nouveau un avantage et ont augmenté en fréquence. C'est un exemple classique d'adaptation par sélection naturelle visible en temps réel. Et on s'est aperçu assez récemment, maintenant qu'on arrive à regarder dans les génomes, que la forme noire était apparue par l'insertion d'un de ces gènes sauteurs dans le gène qui codait pour
la couleur blanche de ces phalènes. Et donc c'est une mutation qui est arrivée, donc il ne faut pas attendre juste la paire de bases qui arrive par mutation, parce que ces gènes, ils sautent tout le temps, et donc la probabilité qu'ils s'insèrent dans un gène est plus grande qu'une mutation donnée à une paire de bases données. Une autre façon d'avoir de la variabilité plus rapidement que par mutation, c'est la migration. Si on imagine qu'on a deux populations, une rouge, une grise de coccinelles, et que la population rouge a déjà fait l'innovation d'évoluer, de s'adapter en étant rouge et toxique pour être moins mangée, s'il y a une coccinelle rouge qui arrive et qui peut se reproduire ici, la forme rouge arrivera beaucoup plus vite que s'il faut attendre la bonne mutation. Donc en évolution, une façon de s'adapter très rapidement, c'est par migration ou par flux de gènes depuis une autre espèce, incorporer un gène qui a déjà subi une évolution et une sélection naturelle. Et donc il faut voir, ça c'est la seule figure qu'il y avait dans le livre de Darwin, la diversification de bas en haut au cours du temps. Et donc c'est assez intéressant de voir qu'il a mis des pas de temps sans dire que c'était forcément des espèces, ça peut être des populations, des sous-espèces. Et à chaque pas de temps, il y a de la diversification, plusieurs lignées qui apparaissent, mais il y a de la compétition, donc il n'y en a qu'une qui survit et qui à nouveau se diversifie. Et donc c'est vraiment important de voir cette dynamique de l'évolution et de voir que la diversité, l'adaptation, c'est dynamique. Il faut qu'il y ait de la diversité, il faut que les espèces évoluent pour arriver à s'adapter aux nouvelles conditions, à se maintenir dans le temps. Et donc c'est important de voir que la biodiversité, c'est avec toute cette théorie de Darwin et d'évolution et d'adaptation, de voir que les espèces telles qu'on les connaît, les écosystèmes, c'est pas un équilibre stable, ça on le sait, c'est pas comme cette bille, si on l'écarte un peu, elle revient pas toujours à son point initial, mais la biodiversité, c'est pas non plus un équilibre instable. C'est-à-dire que si on perturbe un peu, elle est quand même assez résiliente, elle peut revenir et rester stable avec un certain nombre de perturbations. Il vaut mieux voir vraiment la biodiversité comme un équilibre dynamique qui est en constante évolution, à s'adapter à des autres êtres vivants, à s'adapter à un environnement changeant. Et c'est un équilibre dynamique, c'est comme quand on roule à vélo, on tient debout parce qu'on roule, parce qu'on est dynamique. Et donc la biodiversité, c'est pareil, ça se maintient parce que ça s'adapte, parce que ça s'évolue, parce qu'il y a de la diversité au sein des espèces. Et donc si on veut conserver nos ressources agronomiques, notre capacité à produire, si on veut conserver la biodiversité des écosystèmes, c'est essentiel d'avoir cette vue-là dynamique de la biodiversité. Et c'est cette dynamique qu'il faut maintenir plutôt que des espèces particulières, des populations, des individus. C'est vraiment cette capacité à évoluer et à s'adapter. Et donc Darwin, pour comprendre ce mécanisme d'adaptation, en fait, il s'était beaucoup inspiré de la domestication, et en particulier de la domestication du pigeon. Donc à partir du pigeon sauvage, l'être humain a domestiqué, c'est-à-dire qu'il a fait évoluer lui-même par sélection artificielle, et il a généré plein de races différentes en faisant exactement ce que fait la sélection naturelle. Et d'ailleurs, Darwin a appelé ça sélection naturelle, vraiment par analogie au processus de sélection artificielle que faisaient les éleveurs de pigeons ou autres. Et donc avec vraiment exactement ce qui se passe en milieu naturel, c'est-à-dire qu'on a une population de pigeons. Imaginons qu'on veut faire une colombe, un pigeon blanc, on va prendre parmi tout ce qu'on voit en pigeon, les plus clairs, on va autoriser à se reproduire que ceux-là. On va garder, et dans leurs descendants, on va à nouveau garder que les plus clairs, et dans la descendance, à nouveau que les plus clairs. De génération en génération, on peut avoir des pigeons complètement blancs, avec des plumes comme on le souhaite, des comportements différents, et c'est vraiment une sélection, de la même façon que se produit la sélection naturelle. Et donc c'est pour ça que c'est un bon modèle, la sélection artificielle et la domestication, puisque c'est des processus analogues pour comprendre ce qui se passe dans la nature sur l'adaptation des espèces sauvages. Donc voilà, c'est l'illustration de la sélection artificielle. On choisit des parents des plus clairs pour qu'ils soient parents de la génération d'après. À la génération 2, de la même façon, on choisit les plus clairs, etc. Et on a des descendants de plus en plus clairs, 6 caractères et héritables.
Et c'est intéressant parce que dans la domestication, on sait quel caractère on a voulu, on a sélectionné, donc on peut mieux facilement comprendre l'adaptation. C'est pareil chez les chiens, hein. On a domestiqué les chiens à partir du loup gris. C'était le premier organisme vivant qu'on a domestiqué il y a à peu près 20 000 ans. Et on a généré en 20 000 ans une diversité de races extraordinaires, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec des comportements complètement différents. Et vraiment en sélectionnant à chaque génération les individus qui avaient les caractères souhaités et en les faisant se reproduire. Et donc tout ça, c'est la même espèce. Et donc c'est aussi une illustration de l'importance de la diversité génétique au sein des espèces, qui peut être aussi extraordinaire et fonctionnellement très importante. Donc chez les chiens, on a même sélectionné, ils ont des muscles supplémentaires par rapport aux loups, qui leur donnent un peu cet air triste qui nous apitoie. Et alors là, c'était pas une sélection probablement intentionnelle, mais ça a été sélectionné. Hein. Les loups n'ont vraiment pas ces muscles autour des yeux qui leur permettent d'avoir l'air triste et tout penaud. On a sélectionné aussi des plantes, donc, par exemple le chou-fleur, le brocoli, les choux de Bruxelles. Donc c'est tout sélectionné à partir de la même brassicacée sauvage, pareil, de génération en génération, choisissant soit des racines plus grosses, des feuilles plus grosses, différents aspects qu'on souhaitait. Pareil chez la carotte, hein, vous avez la carotte sauvage là, avec très peu de nutriments, toute fine, et on a sélectionné des variétés très différentes, avec beaucoup plus nutritifs. Alors, une des plantes domestiquées les plus étudiées, c'est le maïs, donc elle a été domestiquée à partir de la théocinthe. Et donc là, vous avez à gauche la théocinthe, donc elle fait plein de branches, elle est assez petite, et surtout on voit les grains là tout à gauche, ils sont très durs, tout petits, difficilement mangeables. Et donc on pense que la domestication s'est faite au départ un peu pas intentionnellement. Hein, les êtres humains ramassaient les graines pour les manger, et puis les mangeaient sur leur camp, ça tombait autour, et puis ils avaient choisi au départ les grains qui étaient quand même un peu plus mangeables, un peu plus gros. Et pareil, de génération, donc ça va pousser autour du camp, puis ils vont à nouveau remanger les grains qui ont l'air les plus appétissants, les plus mangeables. Et comme ça, de génération en génération, ça a fait des épis beaucoup plus gros, une seule tige plus haute qui est plus facile à récolter. Les grains, au lieu de se disperser vite pour ensemencer plus loin, ils restent sur l'épi qui est pareil, plus facile à récolter. On a changé plein de caractères par sélection. Et là encore, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait qu'une seule branche comme ça, c'est un gène sauteur qui s'est inséré en amont d'un gène et qui a changé sa régulation, le moment de son expression, son type d'expression. Donc là, une photo, vous avez la théocinthe en haut, hein, et là, un épi de maïs actuel. Donc on a vraiment changé drastiquement, on a fait évoluer les espèces sous sélection artificielle. Mais alors, souvent la domestication s'est produite en plusieurs phases, en particulier chez les plantes. Donc il y a eu des premières étapes de domestication. Là, le maïs, par exemple, c'était en Amérique du Sud, où on a fait changer quelques caractères. Et puis, comme pour le chien ou plein d'espèces domestiquées, on a généré une énorme quantité de variétés différentes. Parce qu'il y avait plusieurs centres de domestication, parce qu'il y avait une adaptation locale aux conditions, si c'était plus ou moins en altitude, dans des climats plus froids, avec des couleurs différentes, des tailles différentes, dans des endroits différents. Et puis très récemment, il y a une sélection beaucoup plus forte et qui a beaucoup homogénéisé les cultures. On s'est mis à cultiver les mêmes variétés, a priori hyper performantes, partout sur la planète, mais du coup qui sont plus adaptées localement. Et on n'a plus de variétés on a perdu beaucoup de variétés dans nos ressources agronomiques. On avait généré pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, énormément de diversité génétique, d'adaptation à des conditions particulières, des caractères différents. Et en sélectionnant très récemment beaucoup plus fortement, en fait on a perdu énormément de variabilité qui rend une adaptation future beaucoup plus difficile, comme on a vu. La diversité est essentielle pour l'adaptation.
là, vous avez un exemple de certaines races de maïs qui existent, hein, mais il y en a encore plein d'autres. Or, on connaît, nous, pour la plupart, une variété de maïs. Et on est en train de perdre toutes ces ressources agronomiques et génétiques qui ont été générées par l'être humain pendant des siècles. Et ça se passe un peu partout. Et là encore, l'adaptation s'est faite par mutation, mais aussi par des processus beaucoup plus rapides, par exemple ces gènes sauteurs chez le maïs, et aussi par des flux de gènes et des migrations. Par exemple, donc là vous avez différentes populations qui sont représentées. En gros, il y a une barre verticale par individu, et la couleur violette correspond au fond génétique d'une théocynthe, et le jaune correspond au fond génétique du maïs. Donc on arrive très bien à différencier les populations de théocynthe et les populations de maïs, mais on voit qu'il y a un peu de violet dans le jaune. Il y a eu des flux de gènes, en particulier dans ces hauts plateaux en Amérique du Sud, des flux de gènes de la théocynthe vers le maïs, assez récents, et en fait qui ont permis une adaptation à haute altitude de ces variétés-là. Donc c'est un autre exemple là, de comment la diversité génétique est essentielle pour l'adaptation et la conservation de populations différentes et de fonds génétiques différents. Et donc ça d'ailleurs, on le sait depuis longtemps, hein, mais on a tendance malheureusement à l'oublier. Mais déjà Nikolai Vavilov, hein, qui était un des premiers qui a étudié la domestication des plantes, il a découvert les centres de domestication, donc il a parcouru la planète en ramenant des graines, et il s'est aperçu qu'il y avait des endroits où il y avait plus de variétés, de diversité dans les cultures, et il s'est dit c'est là qu'on a dû domestiquer initialement ces plantes-là, et après elles se sont répandues plus sur la planète. Et il avait compris l'importance de la diversité génétique, et donc en disant que ce qui était essentiel pour avoir une agriculture durable, c'est d'avoir effectivement plein de variétés différentes, voire dans des endroits différents, adaptés localement à des conditions différentes. Donc ça fait des pools génétiques un peu différents, ce qui permet globalement d'avoir plus de diversité. Il peut y avoir des flux de gènes comme ça, des migrations qui permettent une adaptation rapide si à un moment on a besoin de s'adapter à une nouvelle condition, à un nouveau pathogène. Et donc c'est ça qui fait une adaptation des ressources agronomiques les plus durables possibles, un maximum de variétés différentes dans différents endroits, comme on a fait pendant très longtemps. Alors à l'époque en Russie c'était assez mal vu de parler de génétique et de diversité, comme malheureusement donc, on voit que ça revient dans certaines autres parties du monde. Et c'était un terme, la diversité et la génétique, qui était banni à l'époque parce que c'était considéré comme une science de droite et pas assez communiste. Et donc il a été envoyé au goulag. Et donc à l'époque, c'était plutôt les théories de Lysenko qui avaient les faveurs du pouvoir, qui disaient en gros qu'il n'y avait que l'environnement qui comptait, qu'on pouvait faire n'importe quoi en s'auto-appropriant une découverte qui n'était pas la sienne, la vernalisation. Qui permet de faire germer des graines sans qu'elles aient subi une vraie dormance à l'extérieur, en disant, vous voyez, l'environnement peut tout faire, on met les graines au froid, hop, elles germent. Et donc il y avait eu beaucoup de mal à l'agriculture à l'époque, et donc Vavilov est mort de faim assez rapidement au goulag. Donc la domestication qu'on a générée, c'est fantastique, on a généré plein de variétés différentes, mais ça peut avoir, et surtout quand la sélection est trop forte, trop rapide, des conséquences délétères. Donc si on imagine ici une diversité dans l'espèce sauvage de départ avec des boules de différentes couleurs, qui sont un peu des variants génétiques, si on sélectionne très fortement un petit nombre d'individus qui sont hyper performants, on va sélectionner un tout petit peu de cette diversité génétique de départ, et donc on n'a plus assez pour continuer à s'adapter, et on peut même, en sélectionnant comme ça un très petit nombre d'individus et de variants génétiques, par hasard aussi, à faire une espèce d'autostop et incorporer des mutations délétères qui ne sont pas très bonnes. Et par exemple, on le connaît chez les bulldogs, ils n'arrivent plus à se reproduire tout seuls, ils n'arrivent même plus à très bien respirer. À force de sélectionner très fortement sur certains caractères, ça en est plein de mutations délétères, pas bonnes, qui donnent des mauvaises conséquences. C'est pareil chez le cheval, on a pu montrer que lors de la domestication,
on a aussi, par autostop, emmené plein de mutations qui n'étaient pas très bonnes. En sélectionnant des bons variants génétiques, on a amené avec certains variants qui étaient mauvais et qui étaient juste à côté. En faisant aussi une forte sélection, des fois on oublie dans la population sauvage certains gènes importants. Par exemple, chez le pommier cultivé, il y a beaucoup moins d'allèles de résistance à des maladies que chez les pommiers sauvages. Et souvent, d'ailleurs, on fait des croisements pour réincorporer des gènes de résistance des pommiers sauvages. Par exemple, ici, c'est la tablure du pommier et c'est un des fruits où il y a le plus de pesticides. Là, c'est la banane sauvage et la banane cultivée. Donc, on voit les graines, évidemment essentielles à la reproduction de la banane sauvage, et qui n'a plus de graines dans la banane cultivée, elle serait plus capable de se reproduire toute seule. Et donc, pour en venir à nos moisissures, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'il s'est passé dans ces moisissures de fromage la même chose que chez les plantes et les animaux, ou est-ce qu'on a juste pris ce qui était dans la nature et qui était déjà assez bon pour faire du fromage, ou est-ce qu'on a sélectionné des individus qui, petit à petit, de génération en génération, ont fait des meilleurs fromages. Donc on s'est intéressé au Penicillium roqueforti, qui fait les fromages bleus, tous les fromages bleus et le roquefort en particulier, et le Penicillium camemberti, qui fait cette croûte du brie, du camembert, et différents autres fromages. Donc déjà, un petit point sur les champignons, vous savez sûrement, mais donc, depuis qu'on a accès un peu à l'information génétique, d'ailleurs dans les années 80, ça a été une énorme surprise. Si on regarde avec l'information génétique toutes les espèces sur Terre, on s'aperçoit qu'il y a 3 grands groupes, donc 2 grands groupes de bactéries, ici, les bactéries et les archébactéries, et ici, tous les autres, ce qu'on appelle les eucaryotes. Et ça a été une surprise de voir que les champignons étaient très proches des animaux et très loin des plantes. C'est vraiment un groupe frère des animaux, et on partage plein de choses en commun, cellulairement, moléculairement. Et donc c'est aussi un bon modèle pour comprendre les cellules animales, entre autres, et eucaryotes. D'ailleurs, c'est chez un champignon qu'a été découvert la notion même de gène, qui a valu d'ailleurs un prix Nobel. Et donc les champignons sont beaucoup utilisés dans l'alimentation, en particulier pour la fermentation. Le Saccharomycète à la levure, c'est un champignon unicellulaire qu'on utilise pour fermenter le vin, la bière, le pain. On utilise certains champignons filamenteux qu'on appelle donc les levures. En fait, c'est des champignons qui ont juste une cellule. Et les champignons filamenteux, c'est ceux qui font des longs filaments. Donc, par exemple, les aspergillus, on utilise beaucoup pour la fermentation en Asie, pour différents types de produits. Et on utilise des pénicilliums pour fermenter la viande et le lait pour faire du fromage. Et on les utilise aussi pour faire des antibiotiques. Le premier antibiotique qui a été découvert, la pénicilline, c'était produit par un pénicillium. Et c'est Alexander Fleming qui l'a découvert par hasard en voyant sur sa boîte de pétri. Là, il cultivait des staphylocoques, des bactéries pathogènes. Et il s'est aperçu qu'autour d'un contaminant qui était venu là par hasard, les bactéries n'arrivaient pas à pousser. Et donc, effectivement, le pénicillium produit des toxiques pour se débarrasser des toxines, pour se débarrasser de ses compétiteurs. Et donc, il est allé, au lieu de jeter sa boîte, il est allé chercher. Il a réussi à isoler cette toxine, qu'il a appelée la pénicilline, et qui a été le premier antibiotique depuis. On a découvert plein de molécules actives très intéressantes dans les champignons, pour, par exemple, aussi décomposer la cellulose en glucose, puisque les champignons, c'est les seuls organismes vivants qui sont capables de décomposer le bois. Ils font aussi des pigments très intéressants. Et donc la domestication de la levure a été beaucoup étudiée. Et effectivement, on a vraiment domestiqué la levure, on l'a fait changer génétiquement. Donc là, c'est un arbre un peu généalogique de différentes populations de levures. Donc là, on a les levures sauvages qui vivent. Alors pendant longtemps, on ne savait pas où vivait naturellement la levure. On la connaissait en boîte de pétri, dans le vin, en labo, mais on ne savait pas où elle vivait dans la nature. Et c'est très récemment qu'on s'est aperçu qu'elle était dans la sève des chênes. Et donc là, vous avez 2 populations issues de chênes. Et vous avez les levures qui fermentent le saké, le vin de palme, les levures de bière, les levures de pain.
et de vin, de rhum. Donc on voit qu'il y a une population par type d'utilisation. Et donc on a vraiment sélectionné et domestiqué pour différents usages des populations différentes. Et on a vraiment pu voir dans leur génome, dans leur information génétique, les gènes qu'on avait changés. Certains, on a fait, il y a les gènes se sont doublés pour, par exemple, mieux métaboliser et produire de l'alcool. D'autres, c'était par des flux de gènes qui permet une adaptation plus rapide. Par exemple, il y a des populations qui fermentent le vin, qui ont incorporé des gènes d'une levure assez éloignée par ce qu'on appelle transfert horizontal, qui leur permet une meilleure utilisation de l'azote et une meilleure fermentation. Donc là aussi, il y a eu de la migration des flux de gènes qui ont permis une adaptation plus rapide. Il y a certaines levures qui sont même des hybrides et qu'on a générées, par exemple, parce qu'elles permettaient une meilleure fermentation au froid. Et quand on regarde leur génome, donc là vous avez Saccharomyces pastorianus qui est utilisé pour une fermentation au froid, on voit qu'il y a des parties bleues, des parties roses, c'est vraiment une espèce hybride. Et donc on s'est intéressé au pénicillium, que personne n'avait encore vraiment étudié, voir s'ils avaient été domestiqués. Et donc en particulier le pénicillium camemberti et le pénicillium roqueforti. Donc là vous avez un peu une généalogie de plein de pénicillium, c'est un genre où il y a plein d'espèces. Et la plupart sont des décomposeurs de plantes. Ça fait des pourritures sur le pain, sur les fruits, ça vit dans le sol. Là vous avez le pénicillium rubens qui fait la pénicilline. Et le pénicillium camemberti et le pénicillium roqueforti sont très très distants. Leur dernier ancêtre commun datait d'il y a 30 millions d'années. Donc c'est comme ils sont aussi distants que nous, on est distants du singe araignée. Donc c'est vraiment pas sur boîte de pétri, c'est des moisissures, mais ils sont très éloignés. Et donc c'était intéressant aussi de regarder indépendamment la domestication chez ces deux espèces-là pour faire la même chose, pour faire du fromage, pour regarder s'ils se sont adaptés. Donc quel caractère on aurait pu sélectionner chez un champignon pour faire du fromage. Donc là, vous voyez en haut, ce qui est bleu, c'est vraiment les spores du champignon, où il y a de la mélanine, du pigment. Donc on peut imaginer que pour faire du roquefort, peut-être qu'on a sélectionné pour être plus bleu, parce que c'était typique du roquefort. Peut-être qu'on a produit pour faire plus de spores. Alors, comment on fait du roquefort et comment on peut sélectionner ? Initialement, donc il y a longtemps, on peut imaginer que la moisissure arrivait assez spontanément, et puis on s'est aperçu que c'était pas si mal, ça permettait de développer un arôme particulier, et donc les producteurs de fromage se sont vraiment mis à cultiver le champignon. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient du pain de seigle qu'on voit ici, et qui était cuit très fort, très vite, pour que ce soit brûlé à l'extérieur. Et ils inoculaient à l'intérieur la souche de champignons qu'ils voulaient après mettre dans leur fromage. Et donc, le champignon faisait moisir le pain. Après, ils récoltaient le pain moisi. Ça donnait une petite poudre qu'on voit ici de spores de champignons qu'ils mettaient dans leur lait ou dans leur cahier qui faisait le fromage. Et donc, vraiment, ils avaient la possibilité de sélectionner parce qu'ils prenaient les meilleurs fromages. De là, ils réinoculaient les spores dans le pain. Ils cultivaient les souches de champignons qui avaient donné le meilleur fromage, qui réinoculaient. Donc il pouvait vraiment y avoir une forme de sélection. Donc maintenant, évidemment, les moisissures, on les cultive en boîte de pétri pour éviter des accidents de contamination par des champignons pathogènes. Ce que font maintenant les producteurs, c'est qu'ils achètent des solutions de spores comme ça, qui ont été produites dans des conditions stériles, et ils mettent directement dans leur lait. Donc il y a pu y avoir une sélection. Il y a pu y avoir une sélection sur la couleur, aussi évidemment sur l'arôme, le goût. On peut imaginer qu'on a sélectionné les souches de champignons de moisissure qui faisaient le meilleur fromage en termes de goût. Peut-être aussi sur leur capacité à dégrader les sucres et les lipides du lait et le gras du lait, puisque la plupart des pénicilliums, c'est des décomposeurs de plantes, c'est pas du tout les mêmes types de sucre, il n'y a pas assez pauvre, il y a plutôt de la cellulose, donc peut-être qu'ils ont adapté leur métabolisme pour s'adapter au lait. On a vu que les pénicilliums produisent beaucoup de toxines qui sont pour lutter contre leurs compétiteurs, mais qui peuvent aussi nous faire du mal probablement.
D'ailleurs, le Pénicillium roqueforti est un contaminant d'ensilage, hein, donc ce qu'on donne à manger aux vaches, et quand il est contaminé par du Pénicillium roqueforti, c'est très toxique pour les vaches et elles peuvent être très malades, voire en mourir. Donc dans leur milieu naturel, ils peuvent produire des toxines très dommageables. Donc peut-être qu'on a sélectionné des souches qui ne produisaient pas de toxines, si ça nous rendait malade, ou au contraire, peut-être qu'on a sélectionné des souches qui produisaient des toxines qui permettaient d'exclure d'autres champignons qui viendraient contaminer le fromage et dont on ne voudrait pas. Et on a pu aussi peut-être sélectionner une tolérance au sel. Hein. Le sel, c'est un poison pour la plupart des organismes vivants. C'est pour ça qu'on utilise, qu'on sale beaucoup les fromages pour éviter qu'ils soient contaminés par des moisissures dont on ne veut pas. Et du coup, nos propres moisissures qu'on utilise, peut-être qu'on les a sélectionnées pour qu'elles soient plus résistantes. Alors, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séquencé d'abord le génome, l'information génétique d'un Pénicillium roqueforti et d'un Pénicillium camemberti, donc qui sont très distants. Et on s'est aperçu qu'il y avait des énormes morceaux de leur génome qui étaient à 100% identiques dans les deux espèces. Alors je vous ai dit, hein, ils sont aussi éloignés que l'être humain du singe araignée. Et ils avaient des gros bouts avec 250 gènes complètement identiques. Ça, c'était pas possible, sauf si ils se sont échangés ces gènes très récemment, peut-être pour s'adapter. Et donc on sait que les transferts horizontaux, comme ça, entre espèces très éloignées, hein, donc ça s'est passé chez l'alpure, ça se passe assez régulièrement chez les champignons, et on pense qu'en particulier, ils font souvent ils font des ifs comme ça, des filaments, qui sont capables de fusionner, soit entre eux, entre individus de la même espèce, mais aussi entre espèces assez éloignées. Et donc c'est peut-être plus facile de se passer des gènes comme ça. Et donc il s'était passé des gros morceaux de gènes, et en particulier des gènes impliqués dans la compétition entre micro-organismes, et des gènes du métabolisme du lactose et du galactose, hein, les sucres du lait. Et donc ça laisse penser qu'effectivement ils se sont adaptés au même milieu et par exactement les mêmes gènes qu'ils ont acquis par transfert horizontal l'un de l'autre, ou les deux d'une autre espèce dont on ne sait pas laquelle. Et ce qu'on vient de s'apercevoir encore plus récemment, c'est qu'en fait ces transferts de gènes, ils se sont faits par ce qu'on appelle des énormes éléments mobiles, qui ont été appelés en anglais Starship ou vaisseaux spatiaux, parce qu'ils ont un petit capitaine et une terminaison, et au milieu, ils ont des gènes cargo, une cargaison, et ils sont capables donc de bouger, comme je vous ai dit, c'était un peu des gènes sauteurs, ils sont capables de bouger, de se multiplier dans les génomes, mais aussi de bouger des gènes qui n'ont rien à voir avec eux, et énormément de gènes. Et donc c'est Starship, ces vaisseaux spatiaux, donc des éléments mobiles qui sont capables de bouger des gènes au sein d'un génome, entre individus et entre espèces. Donc ils ont été appliqués très récemment entre champignons pathogènes de plantes. Il y a des Starship comme ça qui ont bougé des gènes qui ont permis à des pathogènes de devenir virulents sur le blé et de causer de nouvelles maladies sur le blé en incorporant comme ça des toxines qui étaient une cargaison de ces éléments mobiles. Et ben, les gènes qu'on a trouvés, qui ont été transférés entre le Pénicillium camemberti et le Pénicillium roqueforti, ils étaient dans ces éléments mobiles Starship cargo qui renforcent l'idée que effectivement c'était des transferts horizontaux extrêmement récents et qui ont permis une adaptation. Donc ça c'est les deux espèces de pathogènes champignons filamenteux pathogènes sur le blé et qui se sont passés par Starship, un gène de virulence sur le blé. Donc nos questions ensuite, on s'est intéressé à la domestication de Pénicillium roqueforti. Donc on s'est demandé, est-ce que tous les fromages bleus ont exactement la même population de Pénicillium roqueforti, ou est-ce qu'il y a une population spécifique pour chaque type de fromage bleu? On a essayé de reconstruire aussi l'histoire. Donc on sait qu'on trouve cette espèce-là, le Pénicillium roqueforti, dans les fromages. On le trouve aussi en contaminant dans des yaourts, dans le pain, dans des fruits, en contaminant alimentaire. On le trouve, je vous ai dit aussi, en contaminant d'ensilage, où il peut être toxique. On le trouve aussi parfois dans des moisissures de bois de construction. Et donc la question c'est, est-ce que ces contaminants alimentaires, c'est un peu la population originelle, sauvage, depuis laquelle on a domestiqué les populations du fromage? Ou inversement, est-ce que ces contaminants alimentaires, c'est un peu des échappées
du fromage qui viennent contaminer nos aliments. Est-ce que ça, c'est la même population que les populations alimentaires, etc. Donc on a essayé de reconstruire l'histoire des populations. Donc pour ça, on a à nouveau séquencé les génomes complets pour avoir accès à l'information génétique. Et on a reconstruit la généalogie, l'histoire de ces populations. Donc quand vous allez de gauche à droite, c'est au cours du temps, et une diversification. Et donc plus les branches sont côte à côte, plus elles sont proches génétiquement, et plus elles ont un ancêtre commun récent. Et donc là, ça a été aussi une surprise. On s'est aperçu qu'il y avait deux populations fromage. Une qui était trouvée que à Roquefort, typique des AOP Roquefort, avec un peu de variabilité génétique. Une autre population sans aucune variabilité génétique, en gros le même individu champignon qu'on trouvait dans tous les autres fromages bleus du monde entier. Et deux autres populations, une spécifique des contaminants alimentaires et du bois de construction, et une autre spécifique de l'ensilage. Donc en fait, ces deux populations-là, déjà, elles sont différentes entre elles, et elles sont ni la population source, ni une population échappée du fromage, c'est deux autres populations, aussi adaptées à des environnements humains. Récemment, encore plus récemment que les populations fromage, on voit qu'elles se sont séparées plus récemment qu'elles se sont séparées du fromage. Et il n'y a que cette population-là qui a les starships, les transferts horizontaux. La population de Roquefort ne les a pas. Donc ces transferts horizontaux se produisent vraiment récemment, et que dans cette population. Et donc on a un peu cette vision, un peu comme dans les autres types de domestication, comme s'il y avait une ancienne variabilité avec différentes variétés, un peu de diversité génétique, et que très récemment, on aurait sélectionné une souche hyper performante qui a eu ces transferts horizontaux, qui a peut-être des caractères intéressants, mais du coup, plus aucune diversité génétique. Donc on s'est intéressé à regarder un peu les caractères. Est-ce que ces populations du Roquefort, elles font du meilleur fromage que les populations d'ensilage, et pourquoi? Donc ça, c'est un peu l'histoire, là cette fois c'est pas en haut, l'histoire de ces moisissures. Donc il y a eu une diversification très récente entre l'ensilage et les contaminants alimentaires, une population avec un peu de variabilité qui donne juste les Roquefort AOP, et une autre population qui s'est différenciée, qui est très différente, qui semble résulter d'une domestication indépendante, sans aucune diversité, et qui correspond à tous les autres fromages et à tous les autres pays. Donc on s'est intéressé au caractère. Donc ce qu'on a regardé d'abord, c'était la production de toxines, en particulier ce qu'on appelle la toxine PR, qui est la plus toxique par exemple pour le bétail. Et on voit que donc on a à nouveau toujours les contaminants alimentaires en vert, l'ensilage en jaune, et la population Roquefort en violet et la population non Roquefort en bleu. Et donc on voit que les populations fromage, elles sont devenues incapables de produire cette toxine très toxique. Donc il semble qu'on a effectivement sélectionné des souches qui ne sont pas capables de produire des toxines. Pareil pour cette autre toxine qui est aussi très embêtante. Surtout la super souche non Roquefort, la population de Roquefort en produit un petit peu, mais pas vraiment dans les conditions de fromage. On a regardé aussi leur capacité à faire du bleu, donc on a fait des fromages expérimentaux sur la mode comme un fromage Roquefort, mais en choisissant soit la population qui venait effectivement du Roquefort, ou les autres fromages bleus, ou les contaminants alimentaires, ou l'ensilage. Et donc on voit qu'effectivement, ces deux populations qui ne sont pas utilisées pour faire du fromage, elles font beaucoup moins de bleu dans le fromage que les populations qu'on utilise dans le fromage. Donc il semble qu'on a sélectionné effectivement les souches pour faire plus de bleu ou plus de mélanine. On a regardé aussi leur capacité à produire des arômes différents, et en particulier le 2-heptanol, qui est une molécule qui correspond vraiment à l'arôme typique du Roquefort, qui donne un peu les notes fruitées, crémeux et fleuries. Et donc on voit ces 4 types d'arômes importants pour le fromage bleu. Et donc on voit que dans les fromages faits avec des souches d'ensilage, il n'y a pratiquement aucune production de ces arômes, ça sent vraiment rien du tout, ni à l'odeur ni au goût. Les fromages qu'on a fait avec les contaminants alimentaires, alors ils sentaient un peu quelque chose, mais plus la serpillière pourrie que du bon fromage, c'était vraiment pas agréable comme odeur.
Et on voit que le roquefort, la population du roquefort produit beaucoup plus d'arômes et plus diversifiés, mais la souche de non-roquefort en produit aussi. Donc il semble qu'on a vraiment sélectionné les moisissures pour produire des arômes agréables et des odeurs agréables. On a regardé aussi leur capacité à pousser sur le fromage ou sur un milieu pauvre, sans pratiquement aucun nutriment. Et donc on s'aperçoit que le champignon qu'on utilise pour les autres fromages que le roquefort, il pousse plus vite que la souche de roquefort sur fromage. Mais par contre, il est incapable de pousser quand il n'y a rien dans le milieu, alors que la souche du roquefort est capable de pousser un peu. Donc là, il semble qu'effectivement, on a sélectionné plus fort cette super souche avec les transferts horizontaux et qu'on trouve dans tous les fromages. On a regardé aussi leur capacité à exclure des contaminants. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour faire du fromage, qu'ils ne soient pas moisis par autre chose. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des boîtes de pétri avec un lit de Pénicillium roqueforti, et on a inoculé un contaminant par-dessus, blanc pour qu'on le voit bien. Et on voit une différence assez drastique. Donc cette super souche qui est dans les autres fromages que le roquefort, on voit qu'il empêche presque complètement le contaminant de pousser, alors que la souche du roquefort, elle l'empêche moins, il arrive quand même à plus pousser. Donc encore une fois, il semble qu'on a sélectionné vraiment récemment, très fortement, une super souche hyper performante qui pousse plus vite sur le fromage, qui est plus résistante au sel et qui exclut plus les compétiteurs. Et inversement, donc on a regardé aussi la capacité à pousser dans du pain de seigle et à produire des spores. Et là, au contraire, c'est plutôt la souche roquefort, donc de l'AOP roquefort, qui produisait le plus de spores. Et donc si on reconstruit un peu l'histoire, on a l'impression que la population qu'on trouve maintenant en roquefort AOP correspond plus un peu à la population ancestralement domestiquée, avec des caractères un peu moins performants, mais qui correspondent plus aux cultures, comme à l'époque sur le pain de seigle, mais qui poussent moins vite sur le fromage, mais qui produit plus d'arômes, qui a plus de diversité génétique. Et effectivement, dans le cahier des charges de l'AOP, il est spécifié qu'on doit utiliser les souches locales de roquefort. C'est pour ça qu'on n'a pas pu utiliser pour le roquefort cette super souche qu'on utilise partout ailleurs. Donc il y a effectivement il y a l'air d'une sélection très forte pour une souche plus performante, mais un peu comme pour toutes les autres cultures, et encore plus drastiquement parce qu'on s'est moins rendu compte de ce qu'on faisait, on a vraiment perdu toute la variabilité génétique qui devait exister dans les autres fromages bleus, dans les autres pays et ailleurs en France que à Roquefort. Et cette sélection très forte a aussi entraîné, comme on disait tout à l'heure, des mutations délétères, mauvaises. Et ce champignon est en train de perdre sa fertilité, par exemple. On est arrivé à induire de la reproduction sexuée du champignon en utilisant les souches d'ensilage et les souches de contaminants alimentaires. Donc ce qu'on fait sur une boîte, on inocule deux souches qui ont des types sexuels différents et on lui donne les bonnes conditions et on voit à la rencontre des deux souches, il produit les spores sexuées, c'est-à-dire avec la recombinaison, et il mélange son matériel génétique entre les deux. Les souches du fromage, elles n'arrivent plus à faire cette reproduction sexuelle, elles sont devenues stériles pour la plupart. Donc on a sélectionné pour plein de caractères avantageux, des fromages plus bleus, une tolérance au sel plus grande, des pertes de toxines embêtantes, une exclusion des compétiteurs, une croissance plus rapide sur le fromage, mais aux dépens d'une perte de diversité génétique, une perte de fertilité. Et ça veut dire que maintenant, on aurait du mal à recréer de la diversité génétique par croisement s'ils perdent leur fertilité. Et donc, il y a aussi une étude récente qui montre, qui a étudié des fécès humains, des restes d'excréments humains qui est très vieux, qui ont été très bien conservés dans des mines de sel, parce qu'il y avait très peu d'humidité, avec du sel qui les a très bien conservés. Et on a trouvé du Pénicillium roqueforti et des Saccharomyces, des levures,
qui laisse suggérer qu'ils mangeaient déjà du fromage bleu et peut-être du vin ou de la bière à ces époques-là. Et alors très récemment, on a découvert une nouvelle population de Pénicillium roqueforti dans les fromages de Termignon. Donc c'est ce fromage en haut, qui est un des seuls fromages bleus qu'on n'inocule pas avec la moisissure. Elle vient toute seule au cours de l'affinage. Et on voit d'ailleurs ici qu'elle vient un peu de l'extérieur. On ne sait pas exactement d'où elle vient et comment. Et donc on s'est dit que c'était peut-être aussi une population intéressante qui n'a pas été peut-être moins sélectionnée directement. Et effectivement, hein, donc, là c'est une autre façon de représenter, mais on voit les différentes populations, la population du roquefort, des autres fromages, des contaminants alimentaires, de l'ensilage, et on voit que les souches des fromages de Termignon font une autre population, et avec beaucoup plus de diversité génétique que les deux autres populations de fromages. Donc c'est pas non plus des souches qui viennent du bois ou de l'ensilage, hein, c'est une population encore à part, et qui est peut-être aussi un reste de ces anciennes populations qu'on avait domestiquées pour faire du fromage bleu et qui n'a pas été affectée par cette énorme sélection récente. Et effectivement, elle a l'air, cette population Termignon, d'avoir des caractères un peu intermédiaires en termes de croissance. Certaines souches ont les starships, donc ça a l'air d'être souches qui ont quand même été domestiquées. Et elles ressemblent pas, elles poussent quand même plus vite sur fromage que les souches d'ensilage, elles font plus de bleu. Et on a regardé aussi, par exemple, que les champignons qui contaminent le bois, ils poussent plus vite, effectivement, sur les sucres qui correspondent aux plantes, et donc qui correspondent plus à une adaptation spécifique à ces conditions-là. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de régénérer de la diversité génétique dans le Pénicillium roqueforti, parce qu'il y a quand même quelques souches qui restent fertiles, plus ou moins, mais qu'on arrive quand même à croiser entre les populations du fromage, pour essayer de faire des descendants qui recombinent, qui mélangent leurs gènes, pour régénérer un peu de diversité génétique. Et donc on mesure leur couleur, leur croissance, s'ils produisent des toxines, à quelle vitesse ils dégradent les protéines et les lipides, les gras du lait, pour essayer de retrouver de la diversité et peut-être des nouvelles souches. Et effectivement, dans les descendants, on arrive à trouver des distributions, donc avec, par exemple sur la couleur, vous avez des descendants qui, donc dans les enfants de ces croisements-là, qui font très peu de bleu ou qui en font beaucoup, et que ce soit pour la dégradation du lait, des protéines, du gras, pour la couleur, on trouve qu'il y a une énorme variation dans les descendants, et certains qui sont beaucoup plus ou beaucoup moins que les parents. Donc on arrive vraiment à régénérer une nouvelle diversité, même plus que la différence entre les parents qu'on a croisés. Donc après, on s'est intéressé au Pénicillium camemberti, donc qui est ce pénicillium blanc qu'on utilise pour faire le roquefort et le camembert. Mais en fait, il est blanc depuis très récemment. Quand on regarde des photos des années 50, on voit là, il y a un bris qui est complètement bleu. Si on regarde cette vieille peinture, on voit que le bris était bleu. Et donc en fait, on peut trouver des écrits où il y a on a vraiment demandé à un scientifique, à Meaux, d'isoler une moisissure blanche pour donner un aspect plus appétissant au brie et au camembert. Et effectivement, il a isolé un mutant albinos qui était incapable de produire la mélanine et la couleur. Et donc là, il y a eu encore ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. On a fait baisser la diversité génétique drastiquement, puisqu'on a sélectionné un seul individu, un mutant, et que maintenant on utilise pour faire tous les bris et tous les camemberts du monde. Et donc on a essayé pareil de séquencer les génomes pour avoir accès à l'information génétique et à retracer l'histoire des populations. Et donc on voit qu'effectivement tous les Pénicillium camemberti n'ont aucune diversité, ils sont tous pareils, il n'y a pas de branche ici. Ils ont tous les starships, les transferts horizontaux, sauf une souche ici qu'on a trouvée au Muséum d'histoire naturelle et qui datait de 1905. Donc ça veut dire que les transferts horizontaux se sont produits après, vraiment récemment à l'échelle évolutive. Et on a retrouvé donc l'espèce la plus proche de Pénicillium camemberti, c'est ce qu'on appelle le Pénicillium biformé,
Et on l'utilise aussi pour faire des fromages, par exemple des fromages de chèvre, de Saint-Nectaire, et donc il est moins blanc. On le trouve aussi dans des contaminants alimentaires. Et un cousin un peu plus éloigné, c'est le Fuscoglocum, que lui, on trouve pratiquement jamais dans les fromages, plutôt dans des environnements plus sauvages, et qui n'a pas les transferts horizontaux. Pénicillium biformé, il y a quelques souches qui ont les starships, les transferts horizontaux. Et il y a plus de diversité génétique. Et donc probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première domestication qui a donné le pénicillium biformé. Donc le pénicillium Fuscoglocum, c'est pareil, c'est un décomposeur de plantes. Et on a probablement pris cette moisissure pour faire du fromage qui a donné le pénicillium biformé qui est un peu gris. Et plus récemment, on a sélectionné un seul mutant qui a donné ce pénicillium camemberti, qui a un nom d'espèce, mais en fait qui est juste un individu très différent. Et donc on a regardé pareil l'évolution des caractères. Par exemple, le fait d'être... donc on voit ici, le pénicillium biformé, il pousse très ras, très gris, alors que le pénicillium camemberti, il est très blanc et il pousse en hauteur. Il est un peu, il donne cet aspect cotonneux de la croupe du camembert. Et ça a été graduel. On voit qu'en passant de Fuscoglocum à biformé puis à camemberti, on devient de plus en plus blanc et de plus en plus cotonneux. Donc ça a l'air d'être effectivement, encore une fois, une domestication progressive, avec des caractères de plus en plus marqués et de moins en moins de diversité génétique. Et donc pareil, on a regardé la capacité à produire, à pousser sur un milieu fromage ou sur un milieu très pauvre. Et donc on voit que le Fuscoglocum, il pousse un peu partout pareil, alors que le camemberti, il pousse très vite sur fromage, mais vraiment pas bien sur milieu pauvre. Donc on a probablement sélectionné cette capacité à métaboliser le lait aux dépens d'autres capacités qu'il avait avant de pousser en milieu pauvre. On a regardé aussi la capacité à exclure les compétiteurs, et là encore pareil, si on regarde la capacité du pénicillium roqueforti à pousser sur un lit de pénicillium camemberti, il arrive de moins en moins bien à pousser quand on passe de biformé à camemberti. Donc on a aussi sélectionné cette capacité à exclure des moisissures dont on ne veut pas. Et pareil, on a sélectionné aussi des souches qui produisent de moins en moins de toxines. Et on a identifié vraiment des mutations dans les gènes qui font que le gène a perdu un morceau, donc il est vraiment plus capable de faire la toxine. Et donc on a un peu le même scénario, avec une domestication progressive, avec une sélection de changer de couleur, plus compétitive, pousser plus vite sur fromage, produire moins de toxines, mais au dépend de perdre petit à petit sa diversité génétique. Et pour le coup, il a complètement perdu sa fertilité. On n'arrive plus du tout à le faire se reproduire de façon sexuée, et donc de régénérer de la diversité génétique. Et donc on a domestiqué plein d'autres champignons pour faire du fromage, partout dans l'arbre des champignons. Et donc le pénicillium camemberti, là, il fait vraiment un tapis blanc cotonneux très typique. Et de façon étonnante, on a sélectionné un autre champignon très très éloigné dans l'arbre du vivant, qui a exactement le même aspect sur boîte, la même odeur. Et on a sélectionné indépendamment les deux mêmes caractères, phénotypes. Et d'ailleurs, maintenant, on utilise plus ce géotrichum pour faire du camembert que le camemberti, ou en tout cas, on mélange les deux. Et alors, je ne vais pas tout raconter, mais on a fait un peu la même chose sur le pénicillium, les pénicilliums du saucisson. Et donc là, c'est pareil, il y a deux espèces différentes, le pénicillium salami et le pénicillium nadjovancé, qui sont aussi très distants des cousins, mais très éloignés, et qu'on a domestiqué de façon indépendante pour fermenter la viande, pour pouvoir la garder plus longtemps. Et eux, donc, ils sont aussi distants que l'être humain de la souris. Et pourtant, on s'est aperçu que, exactement de la même façon, ils se sont passés des gènes avec ces starships, ces éléments mobiles, et d'autres gènes que le roqueforti et camemberti. Mais pareil, ils ont des morceaux dans leur génome, qui est en violet très foncé ici, qui sont identiques à 100% entre les deux espèces.
Et de la même façon, ils ont évolué pour devenir plus blancs et ils ont perdu énormément de leur diversité génétique. Donc en conclusion, on a domestiqué effectivement les moisissures pour faire du fromage et du saucisson. Il y a eu plusieurs adaptations indépendantes d'espèces très éloignées au fromage et au saucisson, et avec des mêmes genres d'adaptations, croissance plus rapide sur leur milieu, compétition ils sont plus compétitifs, une perte de toxines, perte de fertilité, et une adaptation extrêmement rapide par des transferts de gènes, par des éléments mobiles qui sont capables de transférer des gènes entre espèces très éloignées, mais aux dépens d'une perte de diversité et probablement très récente, due à une sélection récente trop forte, comme chez d'autres cultures. Et l'AOP, en fait, a protégé la diversité génétique à Roquefort, et au contraire, sur Pénicillium camemberti, en fait, comme l'AOP du camembert exige qu'on utilise 7 souches blanches de camemberti, ben là, pour le coup, au contraire, ça empêche d'utiliser de la diversité. Et donc, si on revient à l'idée de Vavilov et de la sélection naturelle, où il faut de la diversité pour pouvoir continuer à améliorer et à s'adapter à de nouveaux environnements, là, il faudrait se rendre compte que pour les cultures, et y compris les moisissures, il faudrait garder les vieilles variétés, garder nos ressources génétiques, et pas sélectionner trop vite et trop fort. Voilà. Et donc on a fait, si vous voulez, un petit film de vulgarisation sur l'histoire de la domestication des champignons du fromage. Merci pour votre attention. Merci Tatiana. Avant que Tatiana vous accueille pour ceux qui souhaitent acquérir son ouvrage et obtenir une dédicace, nous sommes prêts pour réceptionner quelques questions. Merci, bonjour. Quand on parle de domestication, on sous-entend intervention humaine. Mais le fromage, c'est une vieille invention, si je puis dire. Les bergers, c'était pas des laborantins. Ça, c'était tout seul. Alors ça, c'est la première question. Attendez, il y en a une deuxième. La deuxième, toutes vos photos microscopiques qu'il faut voir, c'est pénicillium, c'est un pinceau, et toutes les petites boules, ce sont des conidies. Donc, il n'y a pas de reproduction sexuelle là-dedans. En tout cas, on n'en voit pas de traces. À quel moment on peut voir une trace de reproduction sexuelle pour les espèces qui ont gardé encore la possibilité? Parce que ce qu'on voit, c'est des anamorphes à chaque fois. Donc, pour la première question, il y a pu y avoir une sélection, mais inconsciente. On n'a pas besoin d'être. D'ailleurs, le maïs a été domestiqué, c'était pas non plus des laborantins, ça s'est fait de façon inconsciente au départ. Et donc, comme j'expliquais, les producteurs de fromage, ils inoculaient le pain, ils cultivaient leur souche de champignons en inoculant dans le pain, en reprenant ce qu'avait donné le meilleur fromage. Donc, c'est une sélection. Même si on n'est pas conscient de faire une sélection, on l'a fait quand même. Et comme ça a été fait sur le chien, et comme ça a été fait sur le maïs et d'autres plantes initialement. Très récemment, évidemment, les scientifiques et les agronomes ont théorisé et amélioré l'amélioration variétale, mais ça s'est fait avant, de façon inconsciente. Et pour la deuxième question, la reproduction sexuée, donc effectivement, les pinceaux, ça c'est la forme asexuée, mais on a identifié les conditions qui leur permettaient de faire de la reproduction sexuée. Par exemple, on les met sur un milieu et on rajoute de la biotine, et ça les stimule, et s'ils ont les deux types sexuels face à face, ils font les structures sexuées, et les ascospores, c'est une autre forme différente, ils font la structure sexuée qui est un cléistotès, et à l'intérieur, ils font des asques et la méiose, et ils font la structure sexuée. On la voyait sur la slide ici. Ici, en haut, là, c'est la forme anamorphe, effectivement, asexuée, les pinceaux, et ici, en bas, là, c'est les asques, avec les ascospores à l'intérieur. C'est ce qu'on voit ici, là, c'est des structures sexuées. Il faut le provoquer, on voit jamais ça. Oui, ça va. Sur le fromage, les non-enseignage. Désolé, j'entends pas très bien. Alors j'essaie de répéter.
on ensemence donc de manière artificielle l'extérieur des saucissons avec une pénicillium. Le même dans un séchoir va rester dans des conditions d'hygrométrie très très blanches, et dans d'autres locaux avec une ambiance, elle a tendance à plus facilement faire du bleu. Donc le professionnel va enlever ce bleu parce qu'il n'en veut pas, et il va essayer de favoriser le maintien de la fleur blanche. Et je me posais la question, est-ce que c'était lié à ces problèmes de reproduction sexuée ou non sexuée de ces champignons de surface? C'est mixte, parce qu'il y a des moisissures, mais il y a des levures, il y a un peu de tout dans ces fleurs sauvages. Donc non, sur le saucisson, c'est que la forme asexuée, clonale, mais effectivement la couleur des moisissures dépend des conditions. Il y a des conditions qui vont favoriser, et puis l'âge aussi des colonies. Nous, quand on dit qu'elles sont devenues plus blanches, on les a vraiment mesurées dans des conditions contrôlées, les mêmes conditions. Donc dans ces conditions-là, celles du saucisson sont beaucoup plus blanches que celles qu'on retrouve ailleurs du saucisson. Donc globalement, quelles que soient les conditions, elles sont plus claires, mais il y a des conditions où elles peuvent être moins claires que dans d'autres conditions. Merci Tatiana.